Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Champion. Et c'est comme toujours un grand plaisir de vous retrouver sur les antennes de la Sen TV pour partager l'expérience et le parcours d'hommes exceptionnels. L'homme que nous recevons cet après-midi fait partie du quotidien des Sénégalais. Sur le plan politique, il fait partie de ceux qui ont eu à se battre pour façonner notre démocratie. Des amphithéâtres des universités françaises jusqu'aux prisons sénégalaises, il a toujours cru à un idéal et s'est battu pour ce qu'il pensait être un meilleur devenir pour ses compatriotes. La politique ne lui a certes pas toujours rendu son investissement en termes de sacrifice et de combat, mais il s'y est fait un nom, une place et une réputation qui a traversé les années. Et au moment où l'école sénégalaise est malade et en perte de repères, il peut être érigé en modèle. Il est d'ailleurs considéré comme le meilleur élève de tous les temps. Son parcours scolaire élogieux pourrait en inspirer bien des jeunes potaches. Aujourd'hui, il a choisi de se tourner vers la réflexion intellectuelle pour continuer à servir son pays, mais aussi l'Afrique, à travers une riche expérience acquise au fil des décennies et des combats. Cet homme, c'est Landing Savané, leader de Andodief PADS, que nous recevons cet après-midi sur le plateau de Champion. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Prenez place. Merci. Merci d'abord à tout le monde. Vraiment, je vois ici des visages qui me procurent beaucoup d'émotions et un très grand plaisir. Merci à tous. Voilà. Merci. Merci, M. Savané. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Cet après-midi sur le plateau de Champion. Vous avez anticipé les remerciements pour le public. Je les remercie également d'être présents. Il y a des membres de votre famille, bien des sympathisants, des militants, mais aussi des membres de votre famille biologique, je devrais dire, puisque Mme Savané est là, que le public sénégalais connaît très bien, Mme Marie-Angélique Savané. Donc, tout à l'heure, que je disais dans l'introduction, que vous avez traversé les décennies avec votre combat politique. Et souvent, quand on parle de Landing Savané, on le réduit juste à l'homme politique. Est-ce que cela vous dérange parfois? Non, cela ne me dérange nullement, parce que, au fond, nous sommes tous réduits, d'une manière ou d'une autre, à ce que nous sommes à l'instant T. Et aujourd'hui, pour la grande majorité des Sénégalais, Landing Savané, c'est d'abord l'homme politique. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir mes autres activités. Tout à fait. Et la preuve, c'est que mes productions, je les fais de temps en temps au plan intellectuel. La preuve, c'est que je participe à... Bref, le fait que pour les Sénégalais, Landing Savané soit d'abord un homme politique n'empêche pas Landing Savané d'être un homme multidimensionnel comme il a toujours été. Tout à fait. Et justement, par rapport à cette dimension, disons à ce profil multidimensionnel, vous avez écrit des ouvrages, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a d'ailleurs le tout dernier, c'est le grand tournant du XXe siècle que nous avons ici. Donc, vous l'avez commencé quand vous étiez étudiant? Non, en réalité, ça c'est une réflexion permanente. Tout à fait. Et les productions que j'ai faites marquent des étapes de cette réflexion. Quand, par exemple, j'ai commencé ma vie professionnelle comme démographe, j'ai participé à de grandes réunions internationales. La conférence mondiale sur la population à Accra en 1974 et plus tard la conférence mondiale sur la population à Mexico en 1984. Mais de la première conférence, j'ai tiré un ouvrage que j'ai écrit quand j'étais en prison en 1975. Senghor m'a accordé très gentiment des vacances, une année de vacances à Rebus. Et pendant cette année où j'étais en prison, j'ai pu écrire cet ouvrage et je l'ai publié ensuite. Est-ce parce que vous avez du temps ou c'est votre... C'était une réflexion. J'avais l'intention de publier, puisque cette fois-ci, c'est hors de prison que j'ai produit mon second ouvrage. Donc, je n'écris pas parce que j'étais en prison, mais parce que j'ai des idées et Dieu a fait que ça a été une période où j'ai pu écrire ce que j'avais à écrire et ça a été un ouvrage qui est sorti, qui n'a pas eu beaucoup de publicité à l'époque, mais qui a circulé dans les milieux scientifiques, dans les milieux de démographes et
des sciences du développement. Et qui a été très apprécié. Voilà. Nous allons y revenir d'ailleurs très largement tout à l'heure dans l'émission. Mais dans cette première partie, nous allons à travers un reportage revenir sur les quelques faits marquants du parcours de notre invité. On n'a certes pas pu tout faire puisqu'il a un profil multidimensionnel, comme il a dit, vous vous en rendrez compte d'ailleurs à travers ce reportage. Ce parcours a commencé à Bakel, où il a débuté l'école primaire. Un parcours qui a épousé aussi les temps forts de l'histoire politique du Sénégal lors des années de Blaise, de Senghor, en passant par Abdou Diouf, mais aussi Abdoulaye Wade et aujourd'hui Macky Sall. Landing Savané, un intellectuel dans la jungle politique, un reportage signé FC Média. J'ai eu la chance de vivre plus d'un demi-siècle et d'avoir vécu beaucoup de choses sur ce continent, notamment toute la période qui a précédé les indépendances et les premières décennies qui ont suivi ces indépendances. J'ai dû me concentrer sur cet effort pour pouvoir moi-même essayer de mieux comprendre ce qui s'était passé et mieux l'expliquer aux générations qui allaient venir. À 70 ans, Landing Savané est aujourd'hui plus tourné vers la production littéraire, une sorte de prolongement de ses activités, pour lui qui a été très actif sur la scène politique pendant près de 5 décennies. Car cette activité intellectuelle est très liée à sa vie politique et l'a même dans une certaine mesure façonnée. Les études ont toujours été le fil conducteur de la vie de Landing Savané, car ce que beaucoup de personnes ignorent de lui, c'est son parcours scolaire élogieux, parsemé de prix, excellence, tableau d'honneur. Il était toujours en haut du tableau. Il est considéré comme le meilleur élève de tous les temps. Cet excellent parcours l'a mené naturellement aux meilleures écoles de l'époque pour poursuivre ses études après le baccalauréat. Aliou Fati, à l'époque surveillant général au lycée Van Vollenhoven, revient sur ce parcours scolaire. J'ai vu qu'il est arrivé à Van Vollenhoven en classe de 5e. Et il me laissera admis au baccalauréat en classe de mathématiques élémentaires. Landing Savané aura une bourse pour continuer ses études en France, à Paris, et à ce qu'on appelait à l'époque des classes préparatoires. Car sur la France, et c'est pendant ses études en France, tout d'abord à Toulon, où il a suivi maths sup et maths spéciales de 1963 à 1966, puis à Paris, où il a obtenu en 1969 à l'INSEE un diplôme d'ingénieur statisticien, économiste, qu'il s'engage dans l'activité politique. Le jeune étudiant choisit l'idéologie maoïste dont le leader l'a séduit. Il entre dans la vie associative et estudiantine à travers l'Association des Sénégalais de France dont il deviendra le secrétaire général en 1967, puis le président l'année suivante. Et c'est durant ces années, sur fond d'activité politique, qu'il fera la rencontre de sa vie. On s'est connus au cours d'une réunion d'étudiants de l'Association des étudiants sénégalais en France. Ça veut dire déjà beaucoup. Ça veut dire le lieu où on s'est trouvé, c'était un lieu de contestation, mais surtout de rêve d'avenir pour le Sénégal et pour l'Afrique. Et notre relation a tourné autour de ce rêve d'Afrique. De retour au Sénégal, Landing Savané poursuit ses activités politiques parallèlement à ses activités professionnelles à la direction de la statistique, et cela aura des conséquences. Ces positions politiques ont amené le gouvernement, ça ne les justifie pas, à l'isoler un peu, de sortir de la direction presque de la statistique et finalement le mettre oisif. Parce qu'aussi on était allé en prison. Je ne me souviens plus des dates exactes. Il est allé à peu près 6 mois avant moi. Landing Savané connaîtra toutes sortes de brimades dans ses activités politiques. Marie-Angélique Savané revient sur cette époque avec forte anecdote. Mais à l'époque, la police débarquait sans mandat d'arrêt ou de perquisition. Et ils venaient souvent la nuit, après 21h, ce qui n'était pas autorisé. Ils fouillaient notre maison, ils prenaient n'importe quoi. Quand ils voulaient, ils nous emmenaient. Moi, ils m'ont emmené alors que j'avais un enfant, jeune. Landing était en voyage, moi j'étais seule avec la bonne. Quand la police venait, on n'avait pas peur. Moi, je crois que ce qui caractérise cette période, c'est vraiment l'absence de peur. On avait une foi tellement grande dans nos convictions que lorsque les gens me demandent, mais je lui dis, mais j'ai jamais eu peur à l'époque. Maintenant, avec l'âge, avec beaucoup de choses qu'on sait, je suis persuadée que je ne peux pas faire ce que j'ai fait. J'ai eu à affronter la police, on a eu des manifestations, je me suis battue avec la police parce qu'on me donnait un coup, je donne un coup.
On a fait des choses avec des femmes. On a distribué en pleine nuit des tracts. On a fait ce qu'on appelait à l'époque des dazibao. Maintenant, on écrit sur les murs. Nous, on n'avait pas d'autres moyens d'expression. J'ai passé une fois 8 jours dans la cage de la police centrale avec des prostituées. Avec des prostituées qui étaient là. Et moi, j'étais quand même arrêtée pour des raisons politiques qui n'avaient rien à voir avec tout. Mais pendant 8 jours, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai bavardé, j'ai sympathisé avec des femmes qui vivaient d'autres vies. Et pour moi, je ne l'ai pas vécu comme une humiliation à l'époque. Maintenant, je peux le voir comme mais à l'époque, au contraire, ça me renforçait que je devais me battre encore plus pour que ces femmes-là n'aient plus à se prostituer pour chercher de l'argent, pour nourrir leurs enfants. Et dans la famille Savané, cette période a laissé des traces. En tant qu'enfant, bon, j'ai vécu des choses sans trop comprendre ce qui s'est passé, parce que pour moi, c'est mon père. C'est à cela que ça se limitait, au moins jusqu'à un certain âge. Donc beaucoup de choses qui se passaient, aussi bien les périodes qu'il a passées en prison, les tensions qu'il y avait autour de la famille et de la maison, étaient un peu incompréhensibles pour moi à l'époque. Bon, maintenant, évidemment, avec le recul et la compréhension des choses, je me rends compte que nous tous, on a été témoins de pas mal de moments historiques du Sénégal, en tout cas de ce qui concerne la vie politique du Sénégal. Et c'est quand même un atout. À un très jeune âge, moi particulièrement, j'étais éveillé et très intéressé par la politique. La tradition à la maison, c'était toujours de voir en famille le journal de 20h et après dîner. Et durant ces dîners, donc, on discutait beaucoup de ces événements. Donc effectivement, ce n'était pas quelque chose de normal, j'imagine, pour un enfant de 8 ou 10 ans de parler de certains événements. Mais ça nous a beaucoup marqué, ça a fait que, bon, je crois que les deux, nous sommes devenus aussi des adultes très intéressés par la politique, très intéressés par le monde dans lequel nous vivons et voulant être aussi des acteurs dans ce monde. Pourtant, c'est durant cette période que Agi va créer un bouillonnement, aussi bien sur le plan politique que dans la prise de conscience et sur le plan culturel, avec la création du journal Kharebi, la lutte notamment. Les mouvements culturels, les associations ASC qu'on a créées se sont développés très vite et il semble même que les Baba Mal et autres étaient dedans, okay, avant d'être artistes comme ça. Okay. Mais l'orientation de ces choses-là était difficile parce que trop disparate. Alors, on a créé le journal. D'abord, le premier journal qu'on a sorti que personne ne connaît, c'était Le Fils du Peuple. Et clandestin. Et on y relatait les problèmes et on le distribuait la nuit clandestinement. Et après on a vu que ça marche et que c'est possible de le faire et c'est là qu'on a créé le Kharebi, la lutte. Et on l'a sorti pendant peut-être 3 ans ou 4. Et on tirait quoi 500 exemplaires. Mais on le distribuait jusqu'à Tambacounda. Moi-même j'allais jusqu'à Kaolack pour distribuer la nuit. Et je revenais à mon bureau à 8h pile comme tout le monde. Okay. Mais ce qui nous faisait la publicité, c'était le gouvernement lui-même qui répondait à nos articles. Donc tout le monde se dit où est cet article et chacun photocopie et distribue. Donc le journal était devenu diffusé au moins 5 fois plus que ce que nous étions capables de faire. Voilà. Donc ce journal aussi a été un des moments forts. Parce que ça a mobilisé beaucoup de monde et ça a soudé un peu le relationnel entre nous, entre la direction du parti et la base. Vous voyez, sortir un journal clandestin à l'époque, c'était creuser des trous, des sous-sols, parce qu'on avait des machines Ronéo qui faisaient des bruits épouvantables et les gens étaient obligés de travailler comme ça. Ensuite, le plus dur, c'était la distribution. Faire en sorte que le même jour, la même nuit, sur toute l'étendue du territoire, on distribue notre journal Kharebi. Puis ce sera Diaye Dolebi, le prolétaire en 1978, le premier journal d'opinion qui aura lui aussi autant, sinon plus de succès. Et durant ces années, Landing Savané va se positionner comme leader naturel. Majib Ndiaye nous explique pourquoi. Les raisons pour lesquelles Landing a pris le leadership, bien que j'étais plus âgé que lui, c'est d'abord son engagement. Il était plus engagé que tout le monde. Et il était plus actif que tout le monde. Il était très sincère dans son engagement. Et
il avait un contact plus facile que moi, notamment. Moi, je ne rentre pas trop facilement dans les gens. Okay? Je suis très prudent. Lui, il est très ouvert, je le qualifie de naïf souvent, mais n'importe qui, n'importe quand, il est avec, il parle. Moi, je ne peux pas. Et l'autre chose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est loyal. Voilà. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Si vous êtes d'accord sur une chose, il ne descendra pas de là. Et vous ne pouvez pas être surpris. Il n'y aura pas de surprise. Ça, c'est une certitude. Surtout le temps, malgré les prisons, les manifestations où on se fait tabasser, il a gardé le même axe. Et l'axe était de faire confiance aux autres. Et il a toujours fait confiance aux autres. Mais il faudra attendre le départ de Léopold Sédar Senghor et l'arrivée d'Abdou Diouf pour qu'en 1981, qu'il y ait le multipartisme total. Ande Jëf est enfin reconnu. Mais ce changement va bouleverser les fondements de ce parti de gauche. Quand Abdou Diouf est arrivé, il n'y avait plus d'intellectualisme, d'explication, de justification, de socialisme africain sur lequel on pouvait débattre. Il y a simplement, vous pouvez parler, mais vous ne pouvez pas avoir le pouvoir. Voilà. Et ça nous a beaucoup perturbés parce qu'on n'est pas habitué à la ligne de masse. Gagner des voix en souriant à tout le monde, y compris à des gens qu'on a envie de gifler. Voilà, on ne savait pas le faire. Et ça nous a décalé par rapport au reste. Ande Jëf ne participera donc pas aux élections de 1983. Il le fera en 1988, mais sans illusion. Et c'est seulement en 1993 qu'AJMRDN, qui va se muer en AJPADS, sera véritablement prêt pour des joutes électorales. Amadou Guiro, aujourd'hui secrétaire à la vie politique du parti, revient sur ce processus. Nous allions avoir une pratique commune et si cette pratique commune était concluante, nous allions travailler dans le sens d'unifier les organisations de gauche parce que nous estimions qu'il fallait faire émerger un nouveau leadership. C'est ainsi donc qu'après la campagne électorale donc de 88, M. Savané s'était présenté comme candidat des sans-voix, candidat sans illusion, parce que nous n'avions aucune illusion quant aux résultats donc des élections. Nous avions fait une campagne commune. C'était la première fois que des organisations, ici si je peux dire donc de mai 68, des organisations de la gauche révolutionnaire, participaient à un processus électoral. Donc ça a été une très bonne campagne, donc une très bonne leçon. Donc pour nous, une première expérience. Lorsque nous avons fini donc cette campagne électorale, nous avons engagé maintenant les discussions pour dire qu'il fallait aller dans le sens de l'unification des organisations de la gauche sénégalaise. Parce qu'après 88, il y a eu beaucoup de mouvements, le peuple s'était radicalisé, mais il y a eu la table ronde et certains partis avaient rejoint donc, le gouvernement de Diouf donc, à l'époque, ce que nous avions refusé, en particulier, donc M. Savané aussi avait refusé donc, cette option donc, de rejoindre le gouvernement de Diouf. C'est ainsi que nous avons engagé un certain nombre de discussions avec un certain nombre de courants. Il y avait bien sûr le courant Ande Jëf MRDN, l'Organisation socialiste des travailleurs. Il y avait également une autre sensibilité des courants maoïstes qui était l'UDP, l'Union pour la démocratie populaire, qui était dirigée à l'époque par Ahmed Racine Guissé, donc qui s'est engagé dans le processus. Il y avait également le cercle des lecteurs de Soukouba, donc du professeur donc, Malick Ndiaye. Nous avions aussi engagé des discussions de notre côté avec les PAI de Majmoud Diop, mais ça n'a pas été concluant donc, de ce côté. Finalement, ces 4 organisations ont décidé en 91 d'unifier toutes leurs forces et de créer une nouvelle organisation qui s'appelait Ande Jëf PADS, Parti africain pour la démocratie. Des compétitions électorales disputées, AJ a su tirer son épingle du jeu et s'est positionné comme une force avec laquelle il fallait compter. Et le tournant se fera en 2000, où il a fait partie des faiseurs de roi. Ayant soutenu Abdoulaye Wade et le PDS, Landing Savané et son parti vont pour la première fois participer au gouvernement. Il y sera ministre d'État et même numéro 2 du gouvernement dans l'ordre protocolaire. Il connaîtra des fortunes diverses. En 2007, date de sa sortie de l'attelage gouvernemental, son parti en subit le contre entre Landing Savané et son numéro 2, Mamadou Diop Decroix. Ce sera la rupture. Mais les deux vont se retrouver lors de la cérémonie de dédicace de son livre. Landing Savané est l'auteur aujourd'hui de plusieurs ouvrages et de recueils de poèmes. Avec son dernier livre en date, il s'est penché sur un problème qui l'a toujours préoccupé, les problèmes de population et l'avenir de l'Afrique. Une analyse qui montre son degré d'implication comme en témoigne son ancien condisciple avant Volanoven et ancien ministre de l'économie et des finances, Pape Ousmane Sakho. Pourquoi cet ouvrage est pertinent?
Landing a évité le piège de l'imposture économique. C'est un statisticien, c'est un économiste. Il aurait pu convaincre avec des formules mathématiques, avec une rationalité économique. Il a évité l'économisme qui a conduit le monde à la catastrophe que nous vivons. L'économisme, c'est de considérer que l'homme doit être au service de l'économie et l'économie au service de la finance. Lorsqu'on lit son livre, il a renversé cet ordre en s'inspirant peut-être de la déclaration de Philadelphie. En regardant le parcours de Landing Savané, on pourrait dire que cet homme n'a pas fait bénéficier suffisamment de son expertise à son pays. Mais pour son épouse et militante de la première heure d'AJ, il l'a fait à sa manière, sans être obnubilé par le fauteuil présidentiel. L'analyse que je fais en tant que sociologue, à tout moment, il y a des leaders charismatiques qui se lèvent pour une idée. L'idée, c'était peut-être pas d'être président, mais c'était de faire prendre conscience aux Sénégalais de la nécessité de changer les régimes politiques, de la nécessité d'impliquer et de mettre en œuvre une démocratie qui permette aux gens de s'exprimer, de vivre heureux et d'avoir accès aux ressources essentielles. C'est un homme politique, mais je verrai surtout d'abord sa dimension intellectuelle. Voilà, sa dimension intellectuelle qui est très importante, qui lui permet de faire des analyses fines et pertinentes. Mais également, c'est cette dimension intellectuelle peut-être aussi que constitue sa force, mais aussi sa faiblesse, tant comme intellectuel. Parce que, comme on dit, c'est un homme de vérité, qui dit ce qu'il pense, qui ne sait pas ruser. Or, en politique, il faut ruser. Il fait l'analyse concrète de la situation concrète, comme il dit, il donne son point de vue. Ce qui est très important et positif, mais peut-être qu'en politique, ce n'est pas toujours ça, donc qu'il faut véritablement faire. Landing Savané est aussi un leader très respecté en Afrique et particulièrement dans la sous-région. Sa médiation a été sollicitée dans différents conflits, comme au Libéria, en Sierra Leone ou encore au Congo. Proche de Thomas Sankara, il a eu à intervenir personnellement pour protéger sa veuve Mariam Sankara. Aujourd'hui, la reconversion qu'il a entamée en produisant des ouvrages pourra lui permettre de partager sa riche expérience avec la jeune génération. J'ai pu avoir cette possibilité parce que Landing, fondamentalement, je l'ai dit tout à l'heure, était un homme bon, pas complexé. Il n'a jamais eu de complexe par rapport à moi qu'on dise, c'est parce que tout le monde disait c'est elle qui porte le pantalon. Effectivement, nos caractères sont différents. Lui, il est plutôt introverti. Moi, je suis extraverti. C'est normal que les gens me voyaient aller venir, je suis passionné, je m'exprime de manière plus forte, etc. Mais je vous assure qu'à l'intérieur du groupe, les pendules étaient à l'heure parce qu'il est beaucoup plus têtu que moi. Beaucoup plus têtu que moi, mais il avait une force intérieure. Parce que sa force, je crois, même politique, c'est qu'il a une force intérieure. C'est un homme qui n'a pas de complexe par rapport à rien. Bon, il a eu de la chance, Dieu l'a fait, il est beau. Donc peut-être déjà ça, c'était un bon handicap. Dieu lui a donné l'intelligence. Il a pu faire avec des gens beaucoup plus âgés que lui. Parce qu'au lycée, il était quand même le plus jeune en terminale. Il a pu traverser toutes ces époques. Ça lui a donné une espèce de confiance en lui qui fait que politiquement, il n'est pas atteignable. C'est-à-dire, quel que soit ce que les gens vont faire, lui, il a cette assurance. Alors, un homme qui est comme ça, c'est évident qu'il peut supporter une femme qui est brillante, une femme qui parfois a été au devant de la scène alors que lui, il était derrière. Parce qu'il ne s'est jamais senti remis en question. Je crois que ça, c'est sa force qui fait ce qu'il est aujourd'hui et qui fait son charisme et qui fait que je l'aime peut-être.
Voilà, merci et merci à la régie. Retour sur le plateau après ce reportage. Et un reportage donc qui a fait sourire tout le monde à la fin et même rire. C'est normal. D'abord, quel commentaire vous en faites? On a essayé de retracer les grandes lignes de votre parcours. C'est vrai que 50 ans d'activité sur la scène politique. Il est impossible de retracer ce parcours en aussi peu de temps. Tout à fait. Mais je crois que vous avez rendu quand même des éléments qui sont pertinents. D'abord, cette jeunesse avec les succès, notamment au plan scolaire qui l'ont marqué. Ensuite, cette belle rencontre avec celle qui sera ma compagne, qui reste ma compagne. Et, cette année, nous allons fêter notre 45e anniversaire de mariage. Ce n'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. Et pendant cette vie de couple, des batailles, toutes sortes de batailles, que nous avons vécues ensemble dans une solidarité peu commune, et avec des résultats. Parce que le résultat, ce n'est pas toujours d'être président de la République. Le résultat, c'est de s'ancrer dans ses convictions et de les proposer aux générations qui sont là et d'aider à armer cette jeunesse et cette population pour les combats à venir. Je crois que ça, nous l'avons réussi et c'est très important. Et nous sommes heureux aussi d'avoir eu des enfants qui ont partagé, qui ont adhéré. Ils sont rebelles aussi, hein. Ils se rebellent contre nous, nos enfants. Il ne faut pas croire qu'on les fait marcher à la baguette. Ils sont rebelles, mais comme nous l'avons été nous-mêmes, et nous nous en félicitons. Voilà. Et sur ce reportage, il y a un aspect peut-être par rapport actuellement à la situation scolaire, à la situation de notre système scolaire qu'il faut ressortir. C'est le fait que vous avez eu un parcours, je le répète encore, élogieux. Et M. Fati est là, ancien surveillant général du lycée Van Vollenhoven, devenu lycée Lamine Gueye. Il était devenu le premier censeur noir de ce lycée de référence. Ce parcours, ces études que vous avez à faire, disons, si vous y revenez, disons, qu'est-ce qui vous a aidé à pouvoir réaliser ça? Alors, ce qu'il est intéressant de dire, c'est qu'en réalité, je suis entré au lycée Van Vo dès la 6e. D'accord. Mais en 6e, je n'étais pas à l'internat. En 6e, j'étais demi-pensionnaire. Et j'ai eu des problèmes même pour aller au lycée parce que en 55, je devais passer l'entrée en 6e. Mais comme je n'avais que 10 ans et que c'était la période coloniale, le colon m'a refusé la dispense d'âge qui devait me permettre de me présenter à l'entrée en 6e. Donc, j'ai dû redoubler mon CM2 parce que je n'avais pas l'autorisation de passer l'entrée en 6e. J'ai attendu une année et en 56, j'ai passé l'examen d'entrée en 6e et j'ai réussi. D'accord. Je suis allé à Van Vo. Et je signale aussi, sans vous interrompre, que vous avez commencé l'école très tôt à cette époque. C'est pour ça d'ailleurs que je suis arrivé si tôt. Voilà, à Bakel. Voilà, c'est à... donc, je me suis retrouvé donc en 6e. La première année, j'étais demi-pensionnaire. Mon père, qui était garde-cercle, a été affecté. Et il a demandé à son patron de... On appelait ça... c'est le gouvernement général à l'époque. Hein, il a demandé que j'obtienne une bourse d'internat puisqu'il passait son temps à être affecté à l'intérieur du pays. C'est comme ça que je suis devenu interne en 57. Et ça a été ma chance. C'est l'internat, franchement, où les conditions ont été créées pour que je puisse vraiment me révéler pleinement. J'étais un élève bon, mais plutôt moyen, globalement, avant la 5e. J'étais faible dans certaines matières, comme le français par exemple. J'étais bon plutôt en mathématiques. Mais à partir de la 5e, je deviens brillant, tous azimuts. Voilà. J'étais à l'internat, les conditions étaient bonnes, et je passais donc mon temps à étudier. J'adorais les études. Donc toutes les matières, même en dessin, j'ai eu des accessites. Il n'y a qu'en éducation physique que, malgré la légende, il y a une légende qui disait que même en éducation physique, j'avais des prix. Je n'en ai pas eu, je n'en ai jamais eu.
En éducation physique et en musique, j'ai jamais eu de prix. Mais dans les autres matières, vraiment, j'ai réussi à briller. Et de la 5e à la terminale, chaque année, j'avais de très bons résultats. Et j'ai regretté personnellement que les internats aient été supprimés. Parce que je sais ce que ça m'a apporté. Je sais ce que ça peut apporter au fils d'une personne de condition relativement modeste, parce que mon père n'était pas un fonctionnaire. C'était un petit fonctionnaire, il n'avait jamais été à l'école. Mais le fait que j'ai été à l'internat m'a permis, avec la bibliothèque de l'internat, le cadre de l'internat, d'étudier comme je le voulais et de faire rapidement des résultats. Nous allons maintenant passer à la politique. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le maoïsme? Le maoïsme, je l'ai découvert quand j'étais à Toulon. J'étais en classe préparatoire. Bon, Toulon est une ville de droite, où franchement, il y avait de très belles plages. La Méditerranée, j'en ai profité pleinement, je dois le dire. Mais en dehors de ça, j'avais les journaux que je lisais. Et j'ai découvert à ce moment-là, parce qu'entre 63 et 66, il y a eu les premiers grands reportages sur la Chine et les prémices de la révolution culturelle en Chine. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de très calme, mais je suis un rebelle. J'ai toujours été un rebelle. Je n'ai jamais accepté l'injustice. Je n'ai jamais accepté non plus que les populations rurales dont j'étais originaire, parce que mon père est né dans un village du Pacao, qui est encore aujourd'hui dans un état qui n'est pas fameux, il faut bien le dire. Et j'ai toujours vu l'avenir de mon pays et de l'Afrique comme un défi que nous devons relever pour développer le monde rural. Et la révolution culturelle en Chine s'est intéressée tout de suite au monde rural et à la jeunesse. Donc j'ai été attiré par la révolution culturelle. Et j'ai commencé à étudier ce qui était relatif à la Chine. Et c'est à Toulon que je suis devenu par moi-même. Je n'étais dans aucun cercle de lecture, je n'étais dans rien de politique spécialement. C'est de par vos lectures que vous avez... Mais j'ai adhéré au maoïsme à Toulon. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai regardé à l'INSEE, il y avait une cellule de l'UEC, Union des étudiants communistes, qui était là et qui faisait une publicité. Si vous voulez adhérer, venez adhérer. Je suis allé les voir pour parler avec eux. C'était une structure du Parti communiste français qui était pro-soviétique à l'époque. Je leur ai dit, attention, moi je viens voir, mais je n'aime pas l'Union soviétique, parce que franchement, je ne suis pas d'accord avec ces situations. Ils m'ont dit, nous aussi, nous sommes là-bas, mais nous allons quitter, parce que nous ne sommes pas d'accord avec l'Union soviétique. Nous sommes pour la ligne maoïste. Et j'ai commencé à travailler avec cela. Donc c'est un choix personnel que j'ai fait. Et par la suite, j'ai décidé de militer aussi à l'Association des étudiants sénégalais en France. La première année, je n'étais pas dans le bureau, je militais dans l'association et c'est là où j'ai connu des hommes comme Mazin Ndiaye, par exemple, que vous avez montré tout à l'heure, et d'autres amis qui sont là aujourd'hui, avec lesquels on s'est retrouvés en France ensemble et où on a sympathisé, fraternisé et milité ensemble dans des structures qui étaient que nous avons choisi de garder clandestine à l'époque. Parce que nous savions qu'au Sénégal, il n'était pas possible d'avoir une structure légale de l'opposition. Donc, ça a commencé à partir de là et ça a continué, ça ne s'est jamais arrêté. Et durant cette période de clandestinité qui est allée jusqu'au début du régime d'Abdou Diouf, jusqu'en 81, quand Abdou Diouf est venu, durant cette période, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce combat? Disons que vous pouvez prendre comme un acquis par rapport à l'évolution de la démocratie sénégalaise. Hormis les emprisonnements, votre épouse me disait, à part Mamadou Dia, Landing Savané est l'homme qui a été le plus emprisonné au Sénégal, mais les gens ont tendance à l'occulter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais d'abord, ces emprisonnements, ça énerve souvent les gens de m'entendre le dire, c'est que ces emprisonnements m'ont permis de me rendre compte quand même que le régime politique au Sénégal était beaucoup plus humain que ce qu'il y avait dans beaucoup de pays. Parce que j'ai eu à aller aussi dans d'autres pays à faire des rapprochements. Je pense que même quand on allait en prison, même
quand on se battait contre des policiers. Dans d'autres pays, on vous aurait tué facilement pour des choses équivalentes. Sans suite. Ici, la vie humaine a quand même beaucoup de valeur si on compare à ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Maintenant, nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus et de mille et une manières. Je crois que quand j'ai été arrêté, par exemple, en 1975, je revenais d'une mission à l'extérieur. C'est à l'aéroport qu'on m'a accueilli pour m'emmener directement au commissariat central et le lendemain me livrer à Rebeuss. Bon, mais j'ai eu une chance que beaucoup de leaders n'ont pas eu, c'est que mon père a été gardien-chef de la prison centrale de Rebeuss. Et donc j'ai vécu là-bas comme fils du gardien-chef. Puis j'ai vécu à la prison de Liberté 6. De Liberté 6, qui s'appelait le camp pénal. Mon père a été régisseur là-bas. Donc quand je suis venu, le fils du régisseur. Oui. Donc j'ai eu un régime de faveur, entre guillemets, dans ces prisons-là, parce que pour eux, c'est le fils de... Et mon père, qui était régisseur et gardien-chef au lendemain des indépendances, a fait quand même des réformes très positives dans ces prisons-là, qui ont fait qu'il a laissé une bonne opinion au niveau des prisonniers et qu'on continue à le louer, etc. Mais ça, c'est un aspect des choses. Mais le plus important, c'est la bataille que nous avons menée pour que le régime change dans ce pays, la bataille que nous avons menée pour qu'il y ait une démocratie réelle au Sénégal. Et nous constatons que cette bataille a prospéré parce que après ces années de prison, que d'autres aussi ont eu à subir, nous n'avons pas été les seuls à être en prison. Nous avons créé des coalitions de tous les partis qui n'étaient pas reconnus, exigé d'être reconnus, et un journal comme Diaye Dolebi que nous avons créé a joué un rôle très important dans la bataille pour la démocratie. Et dans la prise de conscience aussi. Voilà, dans la prise de conscience, parce que à partir du moment, quand c'était clandestin, c'était déjà important, mais quand le journal, nous avons créé le premier journal politique d'opinion au niveau du Sénégal, c'était un événement politique majeur, et ça a créé une situation qui a obligé le régime à se rendre compte du fait que le temps était venu quand même de démocratiser davantage. Et justement, quand il y a eu ce premier pas vers la démocratie avec l'arrivée d'Abdou Diouf en 1981, et 2 ans après, il y a eu les élections de 1983 et vous n'y avez pas participé. Nous n'avons pas participé parce que nous avons poussé pour qu'il y ait la démocratie, mais nous restions très méfiants. Nous nous disions, la bourgeoisie recule toujours pour mieux sauter. Ils ont reculé parce que la pression est trop forte. Mais dès qu'ils auront l'occasion de revenir sur les acquis, ils vont le faire. Et nous avons dit, nous gardons nos structures clandestines intactes et nous n'allons pas nous jeter dans le piège du parlementarisme parce que d'abord, les élections vont être truquées de toute évidence et nous allons mettre le peu d'argent que nous avons dedans et nous n'allons pas engranger grand-chose. C'est pour ça que nous avons préféré boycotter carrément les élections en 1983. En 1983 pour venir plutôt en Mais 88. après, en 1988, j'ai été candidat. Même si j'étais candidat sans illusion. Comme justement, sans illusion. Alors, c'était paradoxal. Candidat sans illusion, on se demande pourquoi participer si c'est sans illusion. Tout à fait. Parce que nous avons vu, en analysant les élections de 1983, que même si les élections sont truquées, pendant la campagne électorale, on a la possibilité, à travers les médias, de faire une campagne extraordinaire. Et que cette campagne permet au pays de connaître le parti, de connaître ses leaders, et que donc c'était un moyen important de faire avancer notre cause. C'est pour ça que nous avons dit, nous allons être candidats en 1988, en sachant que nous ne ferons pas de résultats significatifs, mais ça permettra au peuple sénégalais de savoir qui est Landing Savané. Et effectivement, il faut reconnaître que cette campagne-là a eu un écho extraordinaire dans le pays, ce qui nous permettra 5 ans plus tard, en 1993, quand nous participerons aux élections de faire des résultats beaucoup plus consistants, même si nos moyens n'étaient pas aussi importants. Et même d'entrer à l'Assemblée. Voilà. Durant le magistère du président Diouf, vous symbolisez le refus de l'entrisme. Exact. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous ne vous dites pas que vous auriez pu le faire et que cela n'aurait peut-être pas trop affecté votre carrière politique? Peut-être. En termes d'hypothèse, si on est honnête, on ne peut pas
dire ce qui se serait passé si on avait fait autre chose. Bien sûr. On peut, il y a des hypothèses, il y a des scénarios qui peuvent être envisagés. Si on regarde, d'autres partis ont participé au régime de Diouf, qui était de gauche comme nous. Le PIT a été au gouvernement à l'époque, la LD a été au gouvernement à l'époque. Nous avons refusé. Mais aujourd'hui, tous ces partis sont là et chacun mène sa vie selon sa conception. Et on ne peut pas dire qu'ils aient payé un prix excessif pour le fait qu'ils ont participé au gouvernement à l'époque. Mais ce qui était important pour nous, c'était de vivre nos convictions. Parce qu'en politique, on ne peut pas faire une chose et son contraire. Il faut à chaque moment essayer d'être cohérent par rapport à soi-même. Et j'ai toujours pensé, le parti a toujours aussi travaillé sur cette ligne, qu'on ne peut pas être avec quelqu'un et contre quelqu'un. On ne peut pas participer au gouvernement de quelqu'un qu'on a combattu toute sa vie. Et le Parti socialiste, nous l'avions combattu toute notre vie. Nous estimions que ce n'était pas judicieux de participer à un gouvernement parce qu'à ce moment-là, nous rentrions en contradiction avec nous-mêmes. Tout à fait. Et ce combat a continué jusqu'en 2000 avec le président Wade. Exact. Vous avez été le premier à le solliciter pour le mettre, disons, comme dirait de l'opposition, pour justement en finir avec ce régime socialiste. Oui, parce qu'en 98, au moment des élections de 98, les élections législatives, en regardant les résultats, je me suis rendu compte que, au fond, le PS et ses alliés avaient fait à peu près 50% l'électorat s'est frité. Et l'opposition autant. Donc nous étions dans une période d'équilibre. Alors que toutes les élections précédentes avaient été gagnées par le Parti socialiste. De manière nette. Et en discutant au niveau des camarades, je leur montrais que si on trouve la bonne formule, les prochaines élections seront perdues par le Parti socialiste. C'était une question de faire une projection des résultats sur la période à venir. Et ça nous a amené à réfléchir sur quelle formule magique pouvait permettre à l'opposition de gagner ces élections de 2000. Nous avions l'intention, en 1998, nous avions dit que je devais être candidat aux élections de 2000. Mais nous nous sommes rendus compte que si j'étais candidat, on allait diviser l'opposition, affaiblir l'opposition et on risquait de rater le coche en 2000. On a dit, bon, il faut trouver mieux. Et pour cela, il fallait arriver à faire l'unité, avoir un candidat d'unité. Le candidat d'unité qui était possible, ce n'était pas moi, parce qu'à l'époque, nous avions toujours les divergences au sein de la gauche. Et si l'un d'entre nous était candidat, les autres n'allaient pas suivre. Mais nous avons dit, on va proposer à Wade d'être candidat, pas de son parti, mais d'être notre candidat à l'opposition. Pour que l'opposition puisse se retrouver derrière lui et qu'on puisse éliminer vraiment le PS du pouvoir. Le régime socialiste. Pour nous, quand même, 40 années de pouvoir, c'était trop. Cette vision a prospéré parce que dans une première étape, nous avons créé le pôle de gauche, où la LD, le PIT et nous sommes entendus avec d'autres partis de gauche pour soutenir Wade. Et par la suite, évidemment, nous avons pu créer ensemble cette grande coalition qui a pu abattre. Voilà, et puis qui a renversé le régime socialiste. Vous avez participé pour la première fois au gouvernement. Vous étiez devenu un élément important de ce régime. C'est exact. De ce régime libéral. Mais après, il y a eu le contre-coup. Il y a des conséquences au niveau de la marche même de votre parti. Naturellement. Est-ce qu'avec le recul, vous ne regrettez pas ce compagnonnage avec le président Wade? Ce compagnonnage était indispensable parce que d'abord, ça fait partir le Parti socialiste. Oui. Sans ce compagnonnage, le Parti socialiste aurait pu continuer à diriger le pays et nous ne le souhaitions pas. Parce que ce que les gens ne comprennent pas toujours, c'est que si le Parti socialiste était resté au pouvoir en l'an 2000, avait essayé de rester au pouvoir, ça pourrait déclencher même une guerre civile dans ce pays. La jeunesse en avait assez du Parti socialiste. 40 années de Parti socialiste, vraiment, c'était une humiliation et la jeunesse ne voyait pas de perspective d'avenir. Donc, il fallait, au-delà de nos ambitions de parti, voir l'avenir du pays. Il fallait faire partie de ce régime-là. Et la seule façon de le faire partir, pour nous, c'était de se coaliser de cette manière. Maintenant, nous aurions pu
après la défaite du Parti socialiste, dire non, nous n'allons pas au gouvernement. Mais c'était absurde et contradictoire. On ne peut pas se battre pour faire partie du régime, jouer le rôle que nous avons joué dans cette stratégie et dire que nous n'allons pas en assumer les conséquences. Nous avons donc accepté d'aller. D'autant qu'il fallait aussi avoir une expérience du pouvoir. Nous n'avions pas accepté auparavant d'y aller quand d'autres partis de gauche étaient allés avec le PS. Mais maintenant que le pouvoir qui s'installait était un pouvoir que nous avions contribué à installer, il était légitime d'être dans le gouvernement pour voir comment fonctionne le gouvernement et acquérir une certaine expérience de l'État. C'est comme ça qu'on devient un homme d'État, comme on dit dans ce pays. Tout à fait. Et je pense que cette expérience aura été bénéfique pour nous, même si, en toute logique, comme nous n'étions pas au pouvoir, c'était le PDS et Wade qui étaient au pouvoir, la chose s'est retournée contre nous à un moment donné. Parce que Wade a voulu écarter les forces de gauche qui le gênaient. Et nous nous sommes retrouvés dans le conflit que tout le monde connaît à un moment donné. Et qui a amené une scission au niveau de votre parti. Et pour fermer cette page politique, aujourd'hui dans ce peuple de gauche, comme vous l'appelez, au niveau des partis traditionnels qu'on le connaît, les leaders qui sont de votre époque ont quitté la tête des partis. Aujourd'hui, qu'est-ce que Landing Savané réserve à JPADS? Écoutez, moi, vous savez, j'ai la chance ou la malchance d'être quelqu'un qui ne cherche pas à diriger pour diriger. Ce sont les circonstances qui ont fait de moi le dirigeant du parti. Et quand je fais une chose, je la fais avec toute la foi et tout l'engagement nécessaire. Et aujourd'hui encore, je dis aux jeunes, écoutez, le parti n'est pas le mien. J'ai toujours dit, et c'est ce qui fait ma force dans le parti. Je ne prends pas de décision seul. Chaque fois qu'il faut décider quelque chose, c'est le parti qui se réunit, on discute et le point de vue de la majorité devient le point de vue du parti. Vous n'êtes pas la seule constante. Non, je ne suis pas du tout la seule constante. Je suis un élément d'un ensemble, même si c'est un élément fédérateur. Je suis un élément fédérateur, mais je ne suis pas un élément qui décide pour l'ensemble. Et ça a été la force du parti et la force du secrétaire général qui fait que jusqu'ici, les camarades me font confiance et estiment que je dois poursuivre ma mission. Et je le fais aussi avec beaucoup de bonne volonté, parce que je sens que l'expérience que j'ai accumulée au cours de toutes ces années va être aujourd'hui encore très utile au parti. Nous vivons une période délicate, une période difficile. Et on a besoin de cette expérience. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, vous êtes tourné vers la réflexion intellectuelle avec la production d'ouvrages que vous avez commencé depuis quelques années, mais peut-être de manière beaucoup plus, je ne dirais pas assidue, mais de manière beaucoup plus concentrée, entre guillemets, maintenant. Qu'est-ce que cette vie intellectuelle vous apporte en marge par rapport au partage de vos idées et de vos points de vue sur la marche du monde et sur la marche de la société par rapport à l'action politique? Vous savez, l'action politique dans nos pays est orienté vers la question du pouvoir. Qui est au pouvoir, qui va participer au pouvoir, qui ne va pas participer au pouvoir. Or, au-delà de la question du pouvoir, il y a les questions, disons, de perspectives qui se posent. Nous nous sommes battus pour des valeurs, et ces valeurs-là, nous voulons assurer leur pérennité. Pour assurer leur pérennité, il faut qu'elles soient mieux diffusées et mieux comprises par la jeunesse en particulier, parce que c'est la jeunesse l'avenir du continent. C'est le continent où il y a une jeunesse nombreuse, une jeunesse qui peut assurer demain l'avenir du continent africain. Et donc, j'ai décidé, en relation avec ça, d'écrire, parce qu'on ne peut pas toucher tous ces jeunes-là, et nous n'avons jamais cru aux États ayant la balkanisation, le Sénégal, le Mali, etc. Et nous voyons aujourd'hui plus que jamais que cette balkanisation de l'Afrique a produit des conséquences catastrophiques. Il faut donc s'orienter vers une Afrique unie. J'ai travaillé donc à ces ouvrages parce que ça me permet d'atteindre au-delà des Sénégalais, des Africains d'un peu partout, et ça permet aux idées d'aller plus loin. Et j'espère d'avoir plus d'écho auprès de la jeunesse
de l'ensemble de nos pays africains. Et c'est pour ça aussi que j'ai des activités au-delà du parti proprement dit. Vous savez que même dans des structures comme l'IPS, l'Institut panafricain de stratégie, je travaille à faire bouger aussi les idées panafricanistes. C'est une préoccupation très importante aujourd'hui dans tout ce que je fais. Mais, depuis le début de votre combat d'ailleurs. Voilà, depuis le début de notre combat. Mais aujourd'hui, plus que par le passé, parce qu'aujourd'hui, dans un monde où les grands ensembles en Europe, en Amérique, en Asie se constituent et se concertent et coordonnent leurs efforts, l'Afrique est en retard. L'Union africaine est une déception pour nous tous. Et il faut que les Africains s'en rendent compte et que nous puissions construire quelque chose de solide et de crédible pour faire avancer les choses. Vous êtes très respecté dans la sous-région. Vous êtes très écouté, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure. C'est votre action politique qui vous l'a permis, votre action intellectuelle, ou c'est juste par rapport aux relations que vous avez eues avec ces différents leaders? Vous savez, nous avons été le parti clandestin le plus actif de la sous-région ouest-africaine pendant des années. Et pendant cette période de clandestinité déjà, nous allions dans d'autres pays africains communiquer notre expérience à d'autres et les aider à concevoir ce qu'ils avaient à faire et comment ils devaient le faire. Ça a été le cas, on a été au Mali, on a été en Côte d'Ivoire, on a été au Congo-Brazza, on a fait beaucoup de pays. Et là aussi, j'ai profité un peu de mes activités professionnelles parce que j'ai été consultant du FNUAP pendant quelques années. Ça m'a permis de faire des missions dans un certain nombre de pays. Et vous avez eu à travailler au BIT également? Oui, j'ai eu à travailler au BIT. Et chaque fois, j'en profitais pour prendre contact avec les organisations de gauche, discuter avec eux et discuter avec elles et leur donner ce que je pouvais leur donner de notre expérience. Ça a contribué effectivement à donner cette image de notre parti et de son leader. Et ça nous a beaucoup aidé. Merci Landing Savané. Nous allons donner la parole à M. Cheikh Mbacké Lo dans le public. Juste par rapport, M. Lo, à ce que vous venez de suivre sur le reportage, vous connaissez très bien M. Landing Savané. Disons par rapport à ce parcours, le parcours qu'il a eu, si vous deviez le résumer en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez? Merci Ndaïdom. Je vous remercie de me permettre aujourd'hui de parler de M. Landing Savané. Landing qui est notre leader, le secrétaire général de notre parti, et avec qui j'ai travaillé surtout pendant ces dernières années, où je suis très proche de lui parce que j'ai été son directeur de cabinet politique. Et je pense que le reportage que vous avez fait sur lui montre l'homme multidimensionnel, comme vous l'avez si bien dit. Et au niveau du parti, je parlerai plus du parti, parce qu'il l'a si bien dit, il nous a, en tout cas nous jeunes, moi j'en ai profité parce qu'il est plus âgé que moi, mais j'ai eu à bénéficier de son expérience, mais je sais qu'il nous a appris à être droit. Il nous a appris, effectivement, comme il l'a dit, à discuter et à prendre des décisions sur le plan de manière démocratique. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui, avec la crise que nous avons traversée, que nous avons pu réussir. Il nous a montré qu'il faut être toujours combatif. Et nous sommes dans ce sillage. Et donc je dis que ce reportage, en tout cas moi, c'est avec émotion que je le dis, je vois effectivement le Landing Savané avec qui je travaille, qui est, en tout cas le reportage est fidèle par rapport à son image. C'est un homme vraiment qui nous, en tout cas à nous jeunes, c'est un exemple que nous allons suivre pendant notre cursus. Voilà, merci. Merci, docteur Cheikh Mbacké Lo. Nous allons donner la parole à Madame Ndeye Bourignan, qui est également membre de AJ/PADS Authentique. Madame Niang, en quelques mots, par rapport au parcours de votre leader, ce que vous connaissez et ce que vous avez vu, ce que vous connaissez et qu'on n'a pas montré certainement. Merci Ndendom. Si je dois parler de Landing, je pense que je vais me référer à ma première réunion de Andijef PADS convoquée à Gibraltar. Quand je suis venue, j'ai trouvé les enseignants sur la table. Landing est venu et il est resté derrière. Et j'ai posé la question à un camarade, je lui ai dit, mais votre secrétaire général arrive et vous ne vous levez pas, vous n'applaudissez pas, vous le laissez derrière. Et
le gars m'a dit, le camarade m'a dit, non, là, ces choses-là, on laisse ça au PS et aux autres. Mais ici, on est des camarades. Et il l'a si bien dit dans son intervention. Ce que je retiens de Landing, c'est que j'ai fait 31 ans de militantisme dans Andijef. Si ces années-là sont soustraites de mon âge, je pense qu'il n'en restera pas beaucoup. Mais ce que j'ai appris de Andijef, on l'a dit, la loyauté, la droiture, le sens des responsabilités. Et ça, très sincèrement, je parlais à un ami l'autre jour, mon fils, qui me dit, si je te regarde en fonction de ton engagement politique, en fonction de ton comportement vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres, je vous envie. Mais si je vous regarde en tant que pour des dividendes politiques, vraiment, je ne vous envie pas. Et je pense que, je lui ai dit, il faut m'envier, parce que nos idées sont jusqu'aux Nations Unies. Et tous ceux qui gouvernent aujourd'hui s'inspirent de notre programme fondamental, qui a été élaboré par Andijef PADS, par nous-mêmes, et qui aujourd'hui, dans la plupart des sphères les plus élevées du pays, on trouve des éléments de Andijef. Donc, nous, même si notre parti, même si notre leader n'est pas allé au pouvoir, nous sommes au pouvoir par nos idées. Merci, voilà, merci. Merci, Madame Nia. Merci, Madame Nia. Donc, un dernier mot, M. Savané. Disons, par rapport justement à cette... Je rebondis sur ce qu'a dit Madame Nia par rapport à cette perte de valeur dont on accuse souvent les politiciens, disons les politiques, je préfère dire, les politiques d'en être l'auteur par rapport à la marche de la société. Et vous êtes quelqu'un qui est crédité d'être très droit par rapport, disons, à la plupart des politiques. Comme disait Monsieur Guiraud, vous n'êtes pas rusé, vous ne faites pas de la ruse. Et peut-être que cela vous a handicapé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces antivaleurs qui sont prônées? Les antivaleurs sont là, règnent en maîtresse dans la plupart de notre société. Mais nous sommes contents de camper dans nos valeurs et de rester fidèles à ces valeurs. Parce qu'encore une fois, vous savez, le mensonge peut triompher un certain temps, mais fondamentalement, c'est la vérité qui aura le dernier mot. On le dit dans tous les adages, dans tous les pays. Et nous sommes des militants de la vérité, nous sommes des militants de la justice, nous sommes des militants du progrès. Et ça a plus de valeur que tout le reste. Je vous remercie de nous avoir consacré du temps et de nous permettre de le dire aux yeux de l'ensemble des populations de notre pays et d'ailleurs. Ouais. Et nous continuerons notre combat, Inch'Allah. Merci Landing Savané d'avoir répondu à présent à cette émission. Merci également à tous ceux qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette émission, à ce public qui s'est déplacé en masse aujourd'hui pour venir assister à cette émission. Nos remerciements à votre épouse, Madame Marie-Angélique Savané, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration, et à toute votre famille, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont permis de réaliser ce reportage, M. Fati, qui est là dans le public, M. Guiraud, mais également M. Majimia et les autres que vous avez vus. Un merci particulier à Moustapha Goudiaby, votre responsable presse, pour l'aide précieuse et sa disponibilité. Merci également à IB pour les crédits images. Merci à nos partenaires du Goethe Institut. On enregistre l'émission Champion ici, avec le directeur, le professeur Michael Jessman et l'ensemble de ses collaborateurs. Merci également à ABC, Adouna Boul Comprendre. C'est mes amis avec à la tête Ndeye Absa Nying qui m'ont habillé pour cette émission Champion. Merci également à toute l'équipe technique menée par Anta Diaw ainsi qu'à l'équipe de FC Média. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre sur la Stan TV. On se retrouve dans 15 jours avec un autre champion. Merci à tous.